Moi, à cette époque-là, je pensais que je veux faire la natation synchronisée, tu vois, je veux être la meilleure, je veux faire ci. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Il n'y avait pas de... Oh, j'ai envie de passer du temps avec mes copines ce soir. Parce qu'en fait, mes copines, c'était mes copines de la piscine, en fait. J'étais avec mes copines tout le temps et j'avais pas besoin d'essayer de vouloir sortir ou de faire la fête. Pas l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. Non, pas du tout. C'est la dernière année que j'ai craqué. C'était trop et j'avais plus trop d'intérêt. J'avais plus du tout l'envie d'aller à l'entraînement. Enfin, c'est dur, hein, parce que aussi ça te fait peur de te dire, j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, j'avais quoi, 20 ans? Et c'était les seules choses que j'avais fait. En fait, j'allais à l'école et je m'entraînais. Donc c'est génial, hein, mais sauf que à un moment donné, t'arrives à 20 ans et t'as rien fait d'autre. Et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle. T'es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, ce qui est après, l'inconnu en fait de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu sauras jamais, enfin, tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que t'arrêtes, tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu t'entraînes pas 8 heures par jour, t'as le temps de faire plein de choses. J'ai décidé d'arrêter. Donc les Jeux Olympiques, c'était début août 2012. Mais en fait, au mois de juillet, avec l'équipe de France, on était venus en stage à Las Vegas. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, l'année prochaine, c'est fini. Et en fait, en étant ici, j'ai passé l'audition pour un des spectacles sur Las Vegas. Et en fait, j'ai été prise. Alors qu'elle est âgée d'une dizaine d'années, Maïté Tengler allume la télévision familiale une journée d'été et tombe sur les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Est-ce parce qu'elle est prédisposée à aimer l'eau ou parce que ses parents viennent de construire une piscine dans le jardin ? Toujours est-il que Maïté découvre une discipline olympique, la natation synchronisée. Et tout de suite, elle le sait. Elle décide qu'elle veut en faire, qu'elle veut apprendre et qu'elle aussi, elle ira au JO. Déterminée, elle s'inscrit au club de natation le plus proche de chez elle et très rapidement, la natation synchronisée prend une grande place dans sa vie. Quelques années plus tard, elle rejoint le Krebs dans sa région, puis l'équipe de France senior. Objectif, les JO de Londres 2012. Sauf que vient un jour où l'envie n'est plus. C'est trop. Et avec cette pensée, une peur s'installe. Elle a fait ça toute sa vie. À quoi ressemble son futur ? C'est finalement au cours d'une formation à Las Vegas que Maïté tente sa chance. Elle passe une audition pour rejoindre le Cirque du Soleil, et c'est le début d'une folle aventure qui dure maintenant depuis plus de 10 ans. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je m'appelle Maïté, je viens de Carpentras, du sud de la France. Ça fait maintenant 10 ans que j'habite aux États-Unis, à Las Vegas. J'ai 32 ans et je suis artiste pour le Cirque du Soleil. Je suis nageuse synchronisée et je suis mariée à un Américain et j'ai un petit garçon qui a presque 2 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé la natation synchronisée. Donc en fait, c'était en regardant les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. J'ai vu ça à la télé et je trouvais ça sympa. Puis mes parents venaient juste de construire une piscine à la maison. Donc du coup, j'étais toujours en train de danser, faire des petits trucs dans l'eau et tout. Donc j'aimais bien ça. Ça m'a vraiment plu à la télé. Donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais essayer. Donc on a essayé et au début, j'ai vraiment pas du tout aimé. Ça m'a pas du tout plu. Mais une fois que j'avais commencé, en fait, fallait finir l'année. Donc j'ai fini l'année et sur la fin de l'année, il y avait donc le gala et la compétition. Et là, en fait, une fois qu'il a fallu mettre le maillot à paillettes avec le maquillage et tout, là, j'ai vraiment adoré ça. Donc du coup, j'ai continué. Puis 2 ans plus tard, je suis partie en pôle espoir à Aix, au Krebs. Donc là, j'étais à l'internat. Donc je suis partie à 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais à l'internat. Et du coup, mes parents me déposaient le dimanche soir. Et ils venaient me chercher le vendredi soir. Donc je passais les week-ends à la maison.
sauf si on avait des stages le week-end d'entraînement. C'était assez rare, mais plutôt proche des compétitions, c'était comme ça. Tu peux définir ce que c'est le pôle espoir crêpes, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse de quoi il s'agit. En fait, il y a des clubs de natation synchronisée un petit peu partout dans la France. Un pôle espoir, c'est là où ils prennent chaque fille du meilleur niveau de un petit peu tous les clubs et puis ils les rassemblent dans des régions, en fait. Et je pense que maintenant, c'est différent, parce que bon, ça, c'était il y a 17, 18, 19 ans, un truc comme ça. Donc, du coup, au final, ça remonte. Donc, les choses ont changé, c'est plus trop comme ça maintenant. Mais du coup, voilà, en fait, ils regroupent certaines filles d'un certain niveau pour s'entraîner dans un club. Donc, Aix-en-Provence, c'était l'un des clubs les meilleurs de France. Donc, du coup, je suis restée là-bas pendant 5 ans. Donc, j'allais à l'école le matin, puis l'après-midi, je m'entraînais. Voilà, c'était assez intense. Donc, du coup, ça, je faisais ça pendant l'année. Puis, pendant l'été, en fait, il y avait les compétitions internationales. Donc, du coup, là, ils regroupent, en fait, les meilleures nageuses de la France entière. Puis là, on fait des stages et après, on part au championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Puis après, à l'âge de 18 ans, donc après le bac, je suis partie à Paris pour aller à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, là où tous les sportifs, tous les sports olympiques s'entraînent au même endroit, en fait. Donc, du coup, je suis partie là-bas et je suis restée pendant 3 ans. Une fois son bac en poche, Maïté rejoint donc l'équipe de France senior. Vous savez, celle que l'on voit dans les compétitions internationales grand public, et ce pendant 3 ans. 3 années intenses, à l'issue desquelles Maïté se pose beaucoup de questions sur son avenir. Un peu plus dur que Aix, quoi, parce qu'il n'y a pas le soleil à Paris, donc ça a été un petit peu plus dur moralement, je vais dire. Et puis les études, je faisais en alternance un BTS communication avec le CNED, mais du coup, on a mis un petit peu les études sur le côté à ce moment-là, parce qu'on s'entraînait pour les Jeux Olympiques, du coup, de 2012, de Londres. Souvenez-vous, Maïté est devenue championne de natation synchronisée suite aux JO de Sydney qu'elle avait regardé à la télévision chez ses parents à l'âge de 9 ans. À l'issue de ces 3 années à Paris, à l'INSEP, ce sont les JO de Londres en 2012 qui arrivent. 2 épreuves figurent au programme olympique de natation synchronisée, une en duo et une en équipe de 8 athlètes. Lors des épreuves, les juges notent l'exécution, la synchronisation, la difficulté, l'utilisation de la musique et la chorégraphie. Malheureusement, l'équipe de Maïté ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques, cependant le duo oui. Maïté est alors remplaçante de ce duo, ce qui veut concrètement dire que jusqu'à 1 mois avant les épreuves, elle peut être amenée à les remplacer au pied levé. Maïté suit alors les entraînements intenses des Jeux Olympiques, et ce jusqu'en juillet 2012. Entre 30 et 40 heures d'entraînement par semaine. Et du coup, ça, c'était un petit peu... c'était beaucoup. C'était beaucoup, et puis j'imagine que c'est pas facile, bon d'abord physiquement comme tu le dis, mais mentalement aussi, parce que du coup tu t'entraînes pour remplacer quelqu'un qui pourrait avoir un problème pour participer au JO, c'est ça ? Donc c'est pour ça que ma dernière année a été très difficile. C'est difficile d'être la 3e roue du carrosse, hein. C'est juste, on est là au cas où, mais bon, le cas où n'arrive jamais. Donc du coup, c'est difficile, mais ça n'a pas été une année facile pour moi, et donc c'est pour ça qu'à la fin de cette année-là, j'ai décidé après les Jeux Olympiques, j'ai décidé d'arrêter le haut niveau. Et puis c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices non rémunérés, bien sûr, et c'est très difficile de changer la hiérarchie aussi du classement lors des compétitions. C'est quoi la hiérarchie du classement ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Même avant d'aller à la compétition, tu sais déjà c'est quoi le résultat, en fait. Donc les Russes gagneront toujours. Enfin, tu vois, c'est vraiment toujours... Ah ouais. Mais après, bon, c'est les meilleurs, donc normal. Mais c'est vraiment très difficile de faire la différence, en fait, entre les plus petites équipes. Et du coup, c'est assez difficile. Beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices, et au final... Pas les résultats que t'espérais, quoi. Exactement. Mais j'en suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir fait tout ça. Ça m'a appris tellement les valeurs de la vie. Enfin... À l'âge de 12 ans, j'étais déjà partie de chez mes parents, donc... Ça a dû être dur, ça. Enfin, t'es vachement jeune pour partir à ce moment-là. Moi, je me rappelle pas que ce soit dur. J'ai pas de souvenir, en fait, que ce soit si dur.
Je pense que pour eux, ça a dû être un peu plus difficile. Vous avez un encadrement, enfin je veux dire, donc tu as la discipline sportive, etc. J'imagine qu'il faut que les études suivent un minimum jusqu'au bac pour pouvoir continuer. Et est-ce que vous avez un accompagnement, je sais pas, émotionnel, enfin parce que en plein début d'adolescence, votre corps, votre mental, enfin il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que vous êtes un peu accompagné là-dessus pendant ces années un peu particulières? Il y avait, si tu avais besoin de voir un psy ou quoi, enfin tu vois, c'était à ta disposition. Après, comme tu dis, un accompagnement émotionnel, pas vraiment. Mais c'est vrai que par rapport aux études, par contre, oui, tu dois suivre en fait. Donc le soir, une fois que tu avais fini de manger, il y avait 1 heure ou 2 heures d'études en fait. Et donc tout le monde va et puis tout le monde fait ses devoirs. Et puis si tu as besoin, tu as les surveillants qui peuvent t'aider à faire tes devoirs. Si tu as vraiment besoin, si tu as des lacunes dans certaines matières, ils te donnent des cours particuliers. Donc, il y a des profs qui viennent au CREPS pour te donner des cours. Ça, c'était vraiment bien encadré. Après, nous, les nageuses, on avait un emploi du temps assez différent des autres parce qu'on s'entraînait de 16h30 jusqu'à 20h30. Donc, du coup, le temps qu'on rentre, qu'on mange, était presque 21h30. Donc, généralement, nous, on loupait l'étude, généralement. Donc, on faisait nos devoirs toutes seules dans nos chambres. C'était un peu plus dur d'avoir des cours particuliers, juste parce que notre emploi du temps était différent des autres. Je me souviens pas avoir vraiment eu de difficultés. Le sport, ça forge tellement, en fait, que je pense que tu grandis, quand tu es athlète de haut niveau, tu grandis rapidement et tu prends les bonnes décisions. Enfin, ça t'apprend tellement les valeurs de la vie et les bonnes choses que tu vas dans le droit chemin directement. Il n'y a jamais eu... Enfin, moi, je suis aussi quelqu'un d'assez... Carré. Ouais, et puis déterminé. Déterminé. Puis moi, à cette époque-là, je pensais que je veux faire la natation synchronisée, tu vois, je veux être la meilleure, je veux faire ci. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Et même, on allait à un lycée normal, un collège normal, mais il n'y avait pas de... Oh, j'ai envie de passer du temps avec mes copines ce soir. Parce qu'en fait, mes copines, c'était mes copines de la piscine, en fait. Donc, du coup, j'étais avec mes copines tout le temps et j'avais pas besoin... Enfin... Pas besoin d'essayer de vouloir sortir ou de faire la fête, pas l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. Non, pas du tout. Donc ton adolescence et le début de ta vie d'adulte, c'est la natation synchronisée en équipe de France. Pour 2012, donc du coup, tu es remplaçante du duo, ce qui nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Et en parallèle, tu t'entraînes aussi pour l'équipe. T'atteins un nombre d'heures d'entraînement hebdomadaire absolument hallucinant. Et c'est là que tu fais un burn-out ? Ouais, donc c'est la dernière année que j'ai craqué. C'était trop et j'avais plus trop d'intérêt. C'était vraiment trop. Enfin, je savais plus trop. Enfin, j'avais plus du tout l'envie d'aller à l'entraînement. J'avais plus de raison d'être là-bas. Et du coup, c'était difficile. Je me rappelle même que cette année-là, on partait en stage à La Réunion pendant 3 semaines. Ce qui est génial, quoi. Tu vois, par 3 semaines, en plein hiver, au mois de janvier, ils t'envoient 3 semaines à La Réunion pour t'entraîner au soleil. Enfin, génial. Je me rappelle dire aux filles, mais j'ai pas envie d'y aller. Je veux pas aller là-bas. Je veux pas, enfin, alors que tout le monde, c'est le seul truc que t'attends toute l'année, tu vois, c'est partir en stage à La Réunion. Et ouais, non, j'avais vraiment plus envie d'être à l'entraînement, plus envie de faire tout ça. Donc voilà, donc ça a été un petit peu difficile, mais j'ai été vachement bien accompagnée. Beaucoup d'aide. Certains entraîneurs comprennent, certains entraîneurs ne comprennent pas. Mais il y en avait une qui m'a beaucoup soutenue. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, je suis rentrée à un moment donné. Je suis rentrée chez mes parents pendant 3 semaines, un mois, parce que c'était vraiment trop difficile. Donc, du coup, je suis rentrée faire une petite pause. Et puis, je suis revenue. C'était un petit peu mieux, mais j'avais toujours pas envie de... C'est dur, hein, parce que aussi, ça te fait peur de te dire... j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, j'avais quoi, 20 ans ? Et c'était les seules choses que j'avais fait. En fait, j'allais à l'école et je m'entraînais. Donc, c'est génial, hein, mais sauf que... À un moment donné, t'arrives à 20 ans et t'as rien fait d'autre. Et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle, de te dire, mais
ça fait vraiment peur, en fait, l'inconnu de passer, t'es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, tu vois, c'est assez... Ouais, t'as grandi en t'imaginant en faire ta carrière absolument, en fait. C'est ça. Puis aussi, l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques, ça a été depuis que j'étais gamine, tu vois. Et donc, du coup, de dire, OK, ça, je vais pas y arriver. J'ai fait toutes ces années d'entraînement pour ça et au final, je vais pas y arriver. Donc ça a été difficile. D'être remplaçante, ça a été difficile. La charge d'entraînement a été vraiment difficile. Donc, ça, pas facile. Ce qui est après, l'inconnu, en fait, de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu sauras jamais, enfin, tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que t'arrêtes, mais tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu t'entraînes pas 8 heures par jour, t'as le temps de faire plein de choses. Tu vas rencontrer des gens, tu découvres des passions, en fait, parce que, à part nager, j'avais pas vraiment d'autres passions, d'autres choses que j'aimais faire, enfin, puisque j'avais pas le temps, en fait. Et en fait, découvrir qu'il y a autre chose dans la vie que la natation synchronisée, ça a été quand même... ça m'a fait très, très peur au début. Et en fait, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais waouh, ça fait pas si peur, il faut prendre des risques de toute façon. Et je suis très contente d'avoir pris la décision d'arrêter après les Jeux Olympiques de 2012. J'ai décidé d'arrêter, donc les Jeux Olympiques, c'était début août 2012. Mais en fait, au mois de juillet, avec l'équipe de France, on était venus en stage à Las Vegas pour s'entraîner. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, l'année prochaine, c'est fini. J'étais pas encore sûre, mais j'étais, OK, c'est fini, j'arrête tout. Et en fait, en étant ici, j'ai passé l'audition pour un des spectacles sur Las Vegas. Et en fait, j'ai été prise. Ça s'est fait assez rapidement parce que, du coup, ensuite, je suis allée aux Jeux Olympiques et quand je suis revenue, il a fallu faire toute la procédure de visa parce qu'en fait, ils m'ont dit, OK, c'est bon, t'es prise, il faut que tu viennes. Je faisais un BTS à ce moment-là et j'avais encore des stages à faire. Donc, du coup, j'ai dû rester en France pendant un petit peu de temps juste pour finir mes stages, pour finir ma formation. Et le 1er janvier 2013, je suis partie aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai eu 4 mois en France, mais voilà, j'étais en stage. Puis après, j'ai pas eu le temps de découvrir ce que j'aimais ou pas encore, parce que j'étais juste en train de me préparer pour mon aventure américaine. Donc voilà, je m'entraînais un petit peu, mais beaucoup moins que ce que je faisais avant. C'était peut-être 2 ou 3 heures par semaine au lieu de 8 heures par jour. Donc en fait, t'as jamais complètement envisagé de mettre la natation synchronisée complètement de côté? Non, parce que j'avais quand même en tête, pareil, depuis que j'étais petite, moi, mes rêves, c'était d'aller aux Jeux Olympiques et de faire des spectacles. Et du coup, je suis arrivée à rentrer dans un spectacle donc, qui était sur Las Vegas. Donc, j'ai atterri directement à Las Vegas. Comment est-ce que tu te prépares? D'abord d'un point de vue immigration aussi, puisque tu es allée avec un visa Exceptional Ability, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux me raconter quel est le process pour ça? Parce que du coup, ça s'est fait vachement rapidement pour toi, non? Une fois qu'ils m'ont dit, OK, c'est bon, t'as passé l'audition, t'es prise, là, ils m'ont dit, OK, on va commencer. Eux, ils ont des avocats. Donc, le spectacle pour lequel je travaillais, c'était au Wynn, à l'hôtel le Wynn. Ça s'appelait Le Rêve. Et donc, du coup, eux, ils avaient déjà beaucoup, beaucoup d'artistes du monde entier. Donc, eux, ils ont les avocats et tout, tu vois, pour faire les visas. Donc, du coup, en fait, là, il a fallu que je collecte tous les articles de journaux que j'avais, en fait, depuis que j'étais petite et que j'avais commencé la natation synchronisée. Donc, voilà, il a fallu que je récupère tout ça. Eux, ils ont tout traduit du français à l'anglais. Ils m'ont fait, en fait, tout un dossier énorme pour, en fait, m'avoir un visa. Puis, il m'a fallu aussi des lettres de recommandation des entraîneurs, de nageuses très haut placées, des choses comme ça, en fait, des personnes importantes. Ces lettres qui disaient justement que j'étais quelqu'un d'exceptionnel et que les États-Unis avaient besoin de moi. Ce que je trouvais assez étrange et je trouvais pas ça normal, vraiment, tu vois. Je sais pas s'ils ont vraiment besoin de moi, mais c'est comme ça que ça marche, en fait, la procédure. Et ça s'est fait assez rapidement, hein. Ça a pris 4-5 mois, en fait. Je pense que j'aurais pu arriver un petit peu plus tôt, mais vu qu'il fallait que je reste en France pour finir ma formation. Voilà. Le premier contrat, c'était pour 2 ans.
Parce que justement, les étrangers, ils font des contrats de 2 ans, les premiers, parce que ça leur coûte cher niveau visa, blablabla. Donc du coup, moi, je suis partie. Ok, je pars 2 ans, puis je reviens. Bon, ça fait 10 ans que je suis là, je suis toujours pas revenue. Mais bon, c'est assez commun. Je suis restée à l'hôtel pendant 2 semaines, parce que j'avais pas de logement. Donc, je suis arrivée à Vegas. Ils m'ont mis dans un hôtel directement. Et les 2 premières semaines, c'est beaucoup d'administratif. Donc, faut ouvrir un compte en banque, faire les trucs de la sécu, assurance maladie, des choses comme ça. Et là, t'as été accompagnée sur toutes ces démarches? Ah oui. Là, c'était génial parce qu'en fait, déjà, je parlais pas un mot d'anglais. J'avais 21 ans. Je savais un peu rien. Après, j'avais aussi une de mes amies qui était déjà dans le spectacle et qui, elle, a été en fait traducteur. Donc, j'avais quelqu'un qui nous accompagnait de partout, mais donc elle faisait le traducteur, donc c'était génial. Donc voilà, donc après, il faut trouver une voiture, il faut trouver un logement, donc plein de petites choses comme ça que les 2 premières semaines, c'est vraiment... tu fais ça en fait toute la journée. Puis aussi, ils te prennent les mesures pour les costumes, les choses comme ça. T'apprends à faire ton maquillage. Et ensuite, j'ai fait... Je pense que ça a duré 2 ou 3 semaines d'entraînement pour apprendre le spectacle. C'était assez rapide aussi. Mais pareil, c'était à coup de 1 heure, 1 heure et demie par jour d'entraînement. Donc, moi, j'arrivais de 8 heures par jour d'entraînement. C'était ce qu'on pourrait appeler une retraite, quoi, tu vois. Je pars à la retraite et je vais faire des spectacles. Donc, le fin janvier, j'étais dans le spectacle. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Tu te souviens de ton premier spectacle? J'avais très très peur parce que je me rappelle que les entraînements avant, c'était très mal passé. En fait, c'est vraiment différent et assez difficile de passer de sportif de haut niveau à artiste parce que justement, le sport de haut niveau, c'est la natation synchronisée, c'est tout le monde doit être pareil. On travaille des heures et des heures pour avoir tout le monde qui ait le doigt de la même façon, la jambe de la même façon, exactement tout pareil. Tout doit être très carré en fait. Et là, t'arrives dans un spectacle et en fait, c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut. Essaye de t'exprimer avec ton corps, alors que moi, j'avais jamais fait ça. Moi, je faisais des mouvements tout simples. Des mouvements que tout le monde faisait, on faisait toute la même chose. Et là, dans le spectacle, en fait, c'est un peu, ok, tu dois faire ça, mais mets-le à ta sauce. Donc, du coup, c'était assez difficile pour moi. Je comprenais pas. J'ai eu un peu du mal à la transition athlète de haut niveau à artiste. Parce que justement, en fait, j'arrivais pas à faire ça, à mettre les choses à ma sauce et faire, essayer de travailler plus avec le corps au lieu de travailler avec la tête. Donc, du coup, ça m'a pris un petit bout de temps. Mais, mon premier spectacle, j'avais peur. C'est différent aussi parce que le spectacle, t'es en plein milieu de la scène, t'as des lumières sur toi qui t'éblouissent, donc tu ne vois rien de ce qui se passe autour. C'est ça c'est vraiment différent. Après, tu nages avec des lunettes, alors qu'en compétition, on nage sans lunettes, donc ça, c'est beaucoup mieux. Après, j'étais trop contente, en fait. Tu mets un costume, pareil, tu vois, encore comme quand j'étais gamine. Tu mets un costume, tu mets du maquillage, donc le maquillage, tu le fais toi-même. La première fois, ça te prend 1 heure. Puis en fait, après 1 mois, ça te prend 10-15 minutes. C'est juste que c'est le début, tu vois, c'est tout. Et non, je me rappelle que j'avais trop hâte. J'avais peur aussi tu sais pas, enfin, tu sais, les nanas avec qui tu travailles, elles sont toutes, t'as jamais travaillé avec elles, donc c'est nouveau. Encore une fois, tout le monde parle anglais. Toi, tu parles pas anglais, ça fait qu'un mois que t'es là, donc tu comprends rien. Il faut compter en anglais, parce qu'on compte comme en danse ou quoi, tu vois, jusqu'à 8, mais. Ah oui, d'accord. Enfin, faut compter en anglais, ce qui paraît bête. Mais, t'apprends les chorégraphies, tout est en anglais, et je comprends rien. Et bon, je sais compter jusqu'à 8 en anglais, donc ça va. Mais c'est juste, c'était différent. Un peu difficile au début. Puis le show, au début, tu fais seulement 2 ou 3 actes. Et puis au fur et à mesure, tu intègres un petit peu plus. Et au bout de 3 mois, je pense que t'es complètement intégré. Cette appréhension que t'avais un peu au début a duré, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit, ça y est, je suis au bon endroit, enfin, genre, j'adore. Comment ça s'est passé, cette prise de conscience? En fait, j'ai adoré directement. Mais c'est vrai que le stress était là quand même à chaque fois pour aller sur scène au début. Puis après, t'apprends. Quand je te disais, vu que tu intègres au fur et à mesure, à chaque fois que tu intègres un nouvel acte, la pression, elle revient parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis on faisait 7 actes dans le show. Donc du coup, ça, les 3 premiers mois assez stressants. Puis après, au fur et à mesure, en fait, tu deviens à l'aise. Tu joues sous l'eau avec les autres. Enfin, tu vois, c'est plus... ok, c'est vraiment le job le plus fun
Après, j'ai pas eu d'autres jobs dans ma vie, donc c'est un peu difficile de comparer. Mais en fait, je me dis, qu'est-ce qui pourrait être plus fun que ça, en fait? T'es avec tes copines parce qu'en fait, tout le monde devient... C'est génial parce que tout le monde vient du monde entier. On est tous dans le même bateau, quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est une grosse famille. Tout le monde est ensemble. C'est génial, quoi. Tous les soirs, on fait 2 spectacles par soir. Donc, 10 spectacles par semaine. C'est quoi, ça dure combien de temps, un spectacle? 1h30. Mais après, c'est pas 1h30 où t'es sur scène complètement, tu vois. Tu rentres, tu sors, tu vas changer de costume, tu repars, tu cours de ce côté, tu vas de l'autre côté, tu vas sous l'eau, mais après, hop, tu montes tout en haut pour descendre du toit. Enfin, tu vois, c'est genre, pour ceux qui n'ont jamais vu de spectacle comme ça, je recommande vraiment. Mais c'est un truc, que tu vois pas. C'est pas un petit cirque. C'est unique, quoi. Ouais, voilà, mais c'est impressionnant. Et ça ressemble à quoi, du coup, je sais pas, la journée type d'un artiste du Cirque du Soleil à ce moment-là, quoi. On va parler pré-2020 parce qu'après, je sais que ça c'est un peu changé. Moi, je suis restée très, très active dans ma nouvelle vie. Je me suis vraiment orientée vers le sport. J'étais déjà dans le sport. Mais en fait, on parlait tout à l'heure des passe-temps et tout. En fait, moi, je me suis mis à fond dans le sport. Et donc, du coup, je me suis mis à courir, à faire du vélo. Et en fait, je me suis lancée dans le triathlon. Donc, du coup, mes journées types, c'était... je me lève tôt parce qu'à Vegas, surtout en été, mais à Vegas, pour ceux qui le savent, il fait entre 48 à 50 degrés en plein été. Donc, du coup, je me levais à 4h30, 5h du matin pour aller faire du vélo avant qu'il fasse trop chaud. Moi, il faisait déjà 42, tu vois, donc c'était ça. J'essayais d'aller... Enfin, je courais, j'allais faire du vélo. Après, généralement, je rentrais, petite sieste. Et puis voilà quoi. Après, tu passes du temps tu rencontres plein de gens, donc tu passes du temps avec tes amis. Voilà. Puis après vers 17h, tu vas au travail. Mais tu retrouves tes amis, tu fais ton maquillage, tu vas t'échauffer un petit peu, mais tu passes du temps avec tes amis avant le spectacle. Et après, 2 spectacles d'affilée et puis c'est top quoi. Voilà. Mais aussi au début. Je prenais des cours d'anglais, en fait. J'ai dû prendre des cours d'anglais vu que je ne comprenais rien. C'est ton travail, du coup, qui t'a fourni ça ou tu t'as trouvé ça toute seule? Oui. Non, ils m'ont proposé. Donc, du coup, oui, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. J'allais pas dire non. Las Vegas, ce qu'on en voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, et ce qu'on en entend même de gens qui y sont partis en vacances, c'est les casinos, les lumières, le carton-pâte, les spectacles dont on parle aussi aujourd'hui. Mais pour quelqu'un qui n'était pas vraiment préparé, qui connaissait pas la ville, comment ça s'est passé justement cette découverte de cette ville? Une ville d'apparat? Ça ressemble à quoi la vie là-bas? Moi, quand je suis arrivée à Vegas, je croyais que Vegas, en fait, c'était qu'une rue. Ouais. Tu vois? Et on a atterri et j'étais là, mais... Ah, ok. Puis j'étais là, mais il y a des écoles? Enfin, tu sais, moi, je croyais vraiment qu'en fait, c'était une rue et qu'il y avait que des écoles, tu vois. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Et genre, ça, non, mais il y a une vie normale et tout. J'arrivais pas à... J'étais, mais il y a plus qu'une école? Bah oui, il y en a beaucoup plus qu'une... Enfin, c'est une ville normale, en fait. Ouais. Et en fait, au début, c'est vrai que tu penses que c'est que le truc de touriste. Et en fait, toi, tu deviens la personne locale. Donc, du coup, c'est toi qui te dis, mais fais de la strip, on n'y va jamais. J'y vais pour le travail, mais j'y vais même pas, tu sais, parce que nous, on passe par derrière, tu vois, les entrées des employés et tout. Donc, du coup... tu vois même pas, tu rentres jamais dans les casinos, tu vois pas tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment comme si j'allais à un travail normal. Et mon travail, ouais, c'est la nuit. Enfin, la nuit. Premier spectacle est à 19h, le deuxième est à 21h30. On arrive à la maison, généralement, il est minuit. Et progressivement, Maïté s'intègre complètement et adore sa nouvelle vie américaine. Le travail, oui, mais la découverte et le voyage aussi. Des découvertes dans lesquelles elle se lance avec son petit ami de l'époque, qui est aujourd'hui devenu son mari. Au début de mes années ici, en fait, j'ai commencé à beaucoup voyager. Donc, j'ai beaucoup voyagé je suis allée voir beaucoup de villes des États-Unis, en fait, pour voir différents trucs. Donc, ça, moi, j'ai commencé à trouver une passion pour les voyages.
Et après, en fait, pendant nos vacances, pas mal de vacances quand même pour les États-Unis. Donc du coup, j'essayais toujours de partir quelque part. Donc beaucoup voyager, Amérique centrale, Amérique du Sud un petit peu. Puis à chaque fois que je rentre en France, j'essaye d'aller voir un pays européen parce que ça, c'est des choses que j'avais jamais fait en fait en tant qu'athlète de haut niveau. J'avais jamais eu le temps de voyager et d'aller voir autre chose. Donc du coup, et en fait, j'adore. Dix ans plus tard, Maïté est toujours à Las Vegas, mais sa vie a changé. Début mars 2020, alors que le coronavirus fait son entrée dans nos vies, le spectacle Le Rêve, dans lequel Maïté performe tous les soirs, est arrêté. Pensant initialement à un arrêt temporaire de quelques semaines, Maïté et les autres artistes et techniciens travaillant sur ce spectacle essayent de prendre leur mal en patience. C'est finalement au cours de l'été suivant, quelques mois après, qu'ils apprendront que ce spectacle, lui, ne reprendra pas. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais dans le spectacle Le Rêve. Et donc, on arrive au mois de mars. Bon, comme tout le monde, quoi, il y a tout qui ferme. Au début, on se dit, oh, ça va être pour 2 semaines, ça va le faire, tu vois, c'est pas grave. Puis en fait, ça a duré plus longtemps. Mais on a quand même été bien, nous, à Las Vegas, parce qu'on n'avait pas de restrictions énormes comme je pouvais. Je sais que j'appelais beaucoup mes amis en France et... les restrictions, tout le monde devait rester chez eux et tout, alors que nous, on pouvait sortir, on allait faire des marches, on allait faire des randonnées. Nous, on est partis en road trip. C'était génial, quoi, tu vois. On s'est promené, on a un peu découvert les États-Unis un petit peu plus parce que, voilà, quoi, on avait le temps, donc on l'a fait. Mais du coup, voilà, donc la pandémie, elle arrive au mois de mars. Entre-temps, dans ces 7 ans passés au spectacle, j'ai rencontré mon mari. Qui est lui américain. Et donc, du coup, nous, on avait projet de se marier en France au mois de juillet 2020. Un bon moment. Exactement. Donc ça a été annulé. À la place, on s'est mariés à Vegas, en pleine pandémie, donc juste tous les deux. Puis après, on a invité quelques amis à la maison, fait un barbecue. Donc les choses ont été très, très différentes. Et ses parents, lui, il vient du Colorado. Le show ferme au mois de mars. On se marie au mois de juillet. 2 jours après, on se rend compte que je suis enceinte. Le mois d'après, notre show annonce qu'il ferme définitivement. Donc là, ça a été un petit peu un choc parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et ça a été assez dur psychologiquement. Donc, on savait pas trop quoi faire. On avait des amis qui cherchaient une maison à louer. Et en fait, on a dit, on n'a qu'à leur louer notre maison et on s'en va au Colorado. Donc, on est parti. En 1 semaine, on a fait les cartons. On est parti au Colorado, on a déménagé. Même pas peur. Si. En fait, on savait pas, mais on savait que on serait bien accompagné au Colorado. Donc, du coup, on s'est dit, de toute façon, on n'a rien ici. Tout est dans stand-by, donc on sait pas... Il n'y a rien à faire à Vegas, quoi. Donc... Et puis on adore, de toute façon, depuis qu'on est ensemble, à chaque fois qu'on y va, moi j'adore les activités extérieures, les randonnées, l'escalade, on fait plein de trucs, donc du coup, ok, on y va. On a habité chez mes beaux-parents pendant 1 an. Notre petit garçon, il est né au Colorado. Donc c'était quand même génial parce qu'on a eu beaucoup d'aide de la famille. Et puis au bout d'1 an, nos locataires ont décidé de partir. Et là, on s'est dit, ok, soit on reste au Colorado, qui est assez difficile parce que en fait pendant toute cette pandémie nous on cherchait qu'est-ce qu'on va faire après en fait. Donc comme après le haut niveau, c'était la même question. Qu'est-ce qui va se passer après? Assez peur de l'inconnu, on sait pas ce qu'on aime, on sait ce qu'on aime mais on sait pas si on veut faire ça pour une carrière, donc c'est assez difficile. Et donc du coup mon mari lui il a monté son entreprise de diagnostic immobilier. Donc, il a fait ça un petit peu au Colorado. Et moi, je m'occupais de notre bébé. Et là, donc, du coup, on savait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici? Ou est-ce qu'on repart à Vegas? Parce qu'on est sûr d'avoir notre maison. On a nos amis là-bas. Parce que au Colorado, mon mari, lui, il avait ses amis d'enfance. Mais moi, je connaissais personne. Donc, ça a été un petit peu dur. Mais oui, j'ai rencontré les Françaises de Denver. Et ça a été super sympa. Mais à part ça, en fait,
j'ai pas vraiment fait de rencontres. C'est assez difficile en pleine pandémie tu déménages dans un nouvel état et essayer de rencontrer des gens, c'était pas le bon moment. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, on a décidé de rentrer à Las Vegas, rentrer chez nous et on s'est dit, OK, bon, on va retourner dans les spectacles. Les choses commencent à rouvrir un petit peu, donc on va se donner les moyens. Et donc, du coup, moi, au début, quand on est revenu, je travaillais dans un spectacle de magie et puis je m'occupais des costumes. Donc, rien à voir avec le Cirque du Soleil. T'étais dans le domaine du spectacle, mais t'étais pas sur... Je travaillais pour un petit spectacle et voilà, il fallait qu'on gagne notre vie un petit peu. Donc, du coup, j'ai fait ça. En fait, ça m'a plu. Aussi, pendant la pandémie, j'ai ouvert un petit Etsy shop, tu sais. Alors, parce que ma maman m'avait acheté une machine à coudre. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à coudre. Et donc, voilà, je faisais des petits... des bavoirs pour les bébés... des petits sacs, des trucs comme ça et tout. Donc, j'avais ouvert mon petit Etsy shop, c'était cool. Puis aussi, on s'est mis à faire avec mon mari des arches, tu sais, en bois pour les bébés. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était notre petit truc de la pandémie. Ah oui, donc tu t'occupes quand même. Ouais. Ah ouais, en fait, je m'ennuie très facilement. Très, très, très facilement. Donc, du coup, il faut toujours que je fasse quelque chose. Genre, je peux pas regarder un film. Je suis incapable de rester... Après 5 minutes, je regarde ma montre, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose. J'arrive pas. Je reste pas en place. Et au mois de mars, donc 2022, donc j'avais envoyé mes candidatures pour le Cirque du Soleil. À Vegas, avant, il y avait seulement 2 spectacles où il y avait de l'eau et des nages synchronisées. Donc, il y en a un qui a fermé, celui où j'étais. Et donc, il restait du Cirque du Soleil, au Bellagio. Et donc, du coup, j'ai envoyé ma candidature et au mois de mars, ils m'ont appelé. Et du coup, ils m'ont offert un contrat de remplaçante, en fait. Donc, du coup, j'ai accepté direct. Et donc, en fait, remplaçante, je travaille quand il y a une nana qui est blessée ou qui est malade ou quoi. Donc, du coup, c'est du dernière minute. Donc, le plus tard qu'il m'a appelé, c'était 16h pour aller au spectacle qui commence à 19h. Waouh. Ce qui est faisable, hein. C'est pas impossible. C'est juste que mon mari, il travaille aussi dans le même spectacle, mais lui, il est technicien. Il voulait vraiment retourner sur scène parce qu'il était acrobate, mais c'est assez difficile après 2 ans de ne rien avoir fait et de se remettre en forme et tout. Et ça... Il avait pas trop envie. Donc, du coup, au final, il est technicien maintenant et il adore ça. Donc, on travaille dans le même spectacle, sauf que lui, il travaille un petit peu plus que moi. Enfin, il a des horaires un peu plus fixes que les miens. Et du coup, donc, quand il m'appelle à 16h, et je dois partir à la maison à 17h il faut que je trouve une babysitter qui vienne à la maison, que je prépare à manger pour le petit. Donc, c'est un peu sport. Mais bon. Donc, tous les matins, tu te lèves en te disant, si ça se trouve, ce soir, je suis sur scène. Enfin, genre, t'essaies de garder ça en tête au cas où ça arrive ou comment tu fais? En fait, en ce moment, non. Pour être honnête, non. Je me lève en me disant, c'est une journée comme une autre. Ouais. S'il m'appelle, tant mieux. S'il m'appelle pas, c'est pas grave, je reste avec mon petit garçon. Question bête, mais du coup, si t'es remplaçante, t'es payée au spectacle ou t'as quand même un fixe qui te permet... Je suis seulement payée au spectacle, donc je suis payée quand je travaille. Donc, si je ne travaille pas, c'est ça. Là, les 10 derniers jours, je n'ai pas travaillé. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est très, très instable. Si j'avais pas d'enfant, je pense que, tu vois, je le vivrais un petit peu mieux. Là, c'est un petit peu difficile de... tu sais pas, en fait. Tu commences le mois, mais tu sais pas comment tu vas le finir. Tu sais pas si tu vas pouvoir payer tes factures. Donc, c'est un petit peu stressant, ouais. Mais bon. On tient bon. D'accord, ok. Donc du coup, là, aujourd'hui, tu nous parles depuis Las Vegas. Il est tout de suite chez toi à 9h20 du matin. Donc si ça se trouve, ce soir, t'es sur scène, tu sais pas. Alors, pas ce soir, parce que lundi, mardi, le show ne travaille pas. Ah, ok, d'accord. Hier, je me suis levée, on est allé faire une marche, on est allé au parc. Juste avant, on fait une petite sieste. Je mets mon petit à la sieste, mais du coup, généralement, je dors aussi. Donc du coup, juste avant la sieste, ils m'ont écrit, est-ce que tu peux venir? Donc là, ok, t'écris aux 7 babysitters que tu as sur ta liste, parce que vu que... Ouais, t'as pas de famille, t'as pas... Non, on n'a pas de famille, on n'a personne, mais on a beaucoup d'amis, mais bon, on veut pas demander aux amis tout le temps. Et puis vu que c'est toujours du dernière minute, je peux pas dire à une babysitter, il faut que tu sois disponible tout le temps pour moi, tu vois, alors. Donc, du coup, on en a 7. Et donc, du coup, c'est là, c'est parti. Dès que le spectacle me demande, est-ce que tu peux travailler ce soir?
J'envoie un message à mes 7 babysitters. La première qui répond oui, c'est elle qui... Donc du coup, hier soir, t'étais sur scène? Oui, hier soir, j'étais sur scène. Donc ça, c'était cool. Un peu différent, ouais, en 10 ans, ça a pas mal changé, mais un nouveau spectacle, ce qui fait du bien aussi, hein. Ça a été génial après une pandémie, 2 ans, j'ai pas été sur scène, une grossesse, tout ça, et en fait, j'étais trop contente de retourner sur scène et d'être dans un nouveau spectacle, travailler avec de nouvelles personnes, tu vois. Il y avait beaucoup de gens avec qui j'avais travaillé au Rêve, qui sont allés à Haut, donc c'était cool en fait, parce que je suis arrivée et c'était pas tout l'inconnu comme quand je suis arrivée en 2013. Donc c'était un peu plus... je savais déjà comment ça se passait, les spectacles, donc c'était un petit peu plus facile. Mais quand même, mon premier spectacle, j'étais très stressée. Aujourd'hui, du coup, je sais pas, à quoi est-ce que t'aspires? Donc, t'aimerais avoir peut-être plus de spectacles. Quels sont tes projets, là, dans les mois, les années qui viennent? Tu te vois rester à Vegas? Ma famille me manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. La nourriture me manque beaucoup. Je me rappelle encore la première fois où je suis allée au supermarché aux États-Unis, mais j'ai appelé ma mère en pleurant, en fait. Maman, je sais pas quoi acheter, là, c'est horrible, il y a tout en boîte et tout. J'étais vraiment paniquée. Et en fait, je suis sortie sans rien acheter. Je suis partie. Donc ça, c'était un peu dur. Mais on rentre généralement une fois par an. J'aimerais rentrer plus. Mais bon, avec le travail, c'est un petit peu difficile. Mais c'est génial. Rentrer à chaque fois, c'est trop bien. Et ma famille, ils sont tous venus me voir. Presque tous. Mon papa n'est pas venu me voir parce qu'il ne veut pas venir aux États-Unis. Ouais, mes frères sont venus me voir. Ma maman vient tous les ans. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que quand on rentre en France, surtout on rentre en été généralement. Donc du coup, c'est quand même la meilleure période de l'année et ça donne envie de rester. Voilà, moi j'aimerais ça. En fait, ce que j'aimerais, l'idéal serait vraiment d'être la moitié de l'année ici, la moitié de l'année en France, quoi. Ça serait bien. Le meilleur des deux mondes. Voilà, ça serait vraiment parfait. Mais bon, pareil, il faut trouver les jobs qui pourraient nous permettre de faire ça. Donc... moi, j'aimerais beaucoup avoir un contrat à temps plein, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Après, ça dépend pas vraiment de moi, quoi. Ça dépend de... Bien sûr. Parce qu'il y a un certain nombre de contrats. Par exemple, les nageuses, il y a 15 contrats. Et puis, c'est tout. En fait, ils vont pas créer des contrats pour quelqu'un. Donc, faut juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Donc, ça serait vraiment bien. Faire encore quelques années, parce que j'aime beaucoup ça. Et ensuite, on aimerait vraiment retourner au Colorado. Parce que on aime vraiment ça, le Colorado. Nous, on fait beaucoup, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'activités extérieures. Et à Vegas, c'est un peu difficile. J'aime Vegas parce que c'est pratique, tout est proche, tu vois. Tu mets 15-20 minutes pour aller partout, ce qui n'est pas le cas au Colorado. J'aime beaucoup les saisons au Colorado, alors qu'ici, à Vegas, on a l'hiver et l'été. Le printemps, l'automne, ça dure 2 semaines, donc... il y a 4 semaines par an qui sont vraiment géniales. Mais après, sinon, il fait vraiment très, très chaud en été. Ça a été hyper dur cet été, d'ailleurs, avec un petit garçon qui veut sortir tout le temps. Mais quand il fait 48 dehors, lui, il s'en fout. Hein, mais moi, j'arrivais pas, quoi. On aimerait ça, repartir au Colorado, être plus proche de la famille et aussi, en fait, être proche des montagnes. Puis tout, en fait, on aime tout là-bas. La mentalité, les gens, beaucoup plus d'activités extérieures et ça c'est quelque chose que nous on aime vraiment, puis beaucoup moins de béton, tu vois, genre au Colorado vous allez vous promener, il y a des chemins de partout, t'as des animaux sauvages de partout, c'est génial. Nous on habitait à Parker, donc au sud de Denver, et juste tu traverses la route et sur un chemin c'est des kilomètres et des kilomètres et juste devant chez toi, il y a des cerfs qui viennent manger tes fleurs, là. C'est génial, quoi, tu vois. Nous, à Vegas, non, on n'a pas ça. Je me rappelle quand on est revenu, après 1 an au Colorado, ça a été difficile, le retour à Vegas, malgré qu'on soit dans notre maison, avec nos amis et tout, en fait, de se réajuster. Ok, on va au parc, alors là, tu marches, et en fait, c'est des blocs de béton de partout. Tu sais, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, voilà. Mais on aime ça quand même. Tu vois, on trouve quand même des activités à faire. On a
des canyons qui sont pas loin, des trucs comme ça et tout, mais c'est vrai que le Colorado, c'est génial. Est-ce que y a, je sais pas, un petit conseil que tu saurais te donner à la toi d'il y a 10 ans qui s'apprêtait à faire le grand saut? Perds pas de temps. Parce que du coup, pendant cette pandémie, j'ai beaucoup réfléchi à OK, qu'est-ce que je veux faire en fait. Et en fait, je me suis dit, mais ça fait 7-8 ans que je suis là. Et en fait, j'avais tout ce temps parce que quand tu travailles le soir, t'as tout le temps, toute la journée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du sport. Super. Mais au final, je me dis, j'aurais dû faire des formations, j'aurais dû trouver, tu vois, un passe-temps qui m'aurait permis de trouver ma carrière pour après le spectacle. Tu vois? Ou j'aurais dû faire des formations, j'aurais dû aller à l'école, enfin, tu vois, des trucs comme ça que je me dis, ça aurait été le bon moment. C'est vrai que je pourrais le faire maintenant, c'est juste qu'avec la vie de famille, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, je me dis, mais j'avais toutes ces journées que j'aurais pu aller à l'école, j'aurais pu faire des trucs, trouver ce que... Non, je l'ai pas fait. Non, mais bon, c'est pas grave. Oh, t'as fait autre chose. Au moment présent, en fait, j'aimais tellement ce que je faisais, tu vois, que c'était génial. Après, c'est sûr que tu penses pas au plan B parce que tu penses pas que tout va s'arrêter. Maintenant, je sais, je me prépare un petit peu plus. Mais c'est vrai que un jour, j'arrêterai le spectacle et c'est vraiment ce que j'aime. Mais voilà, à un moment donné, ton corps, il suit plus, quoi, tu vois. C'est un peu plus dur, tu deviens un peu plus vieux. Et voilà, mais ouais, je me dirais... perds pas de temps et trouve autre chose, une seconde carrière, tu vois, une transition. Ouais, je me dirais ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Maïté pour ce très chouette moment passé ensemble et j'en profite pour remercier une certaine Delphine que vous aviez entendue à l'automne dernier qui nous a mis en relation. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je vous remercie à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez le refrain par cœur. Et même à mettre des petites étoiles, 5 si possible, sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, que sais-je, ça nous aide énormément. Tradition oblige, je vous propose que nous découvrions ensemble tout de suite de quoi nous allons parler mardi prochain. Alors pour revenir sur l'assurance, c'est juste une anecdote assez rigolote parce que notre première assurance en fait nous a couvert seulement si j'avais une lettre de mon gynéco qui disait que pendant 1 an avec ma femme on avait essayé naturellement d'avoir des enfants. J'ai déjà entendu des trucs comme ça mais voilà. C'est complètement lunaire. Donc oui, ça fait 10 ans qu'on essaie. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc j'ai dû trouver une gynéco qui m'a regardée avec des grands yeux et je me suis dit mais s'il vous plaît faites-la moi cette lettre. Voilà. Et grâce à ça ils nous ont pris en charge. Oh la vache. Voilà. La deuxième fois, par contre, donc ma femme avait changé de boulot. Ouais. On était toujours dans le même état, mais après, tu sais, c'est les accords avec les assurances, voilà. Et eux, par contre, c'était la même assurance, mais avec ce plan-là, ne prenaient pas le problème de fertilité pour les couples homo. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, dans la première fois, c'est parce que dans les détails, c'était juste marqué que le couple doit essayer pendant 1 an, sans succès. Donc, alors que peut-être que l'autre, c'était un couple hétéro, je sais pas. Mais voilà, c'était la petite blague. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... pour moi, c'est comme la dépression, c'est comme tout ça. Ici, les gens, ils en parlent et c'est bien. Ouais. C'est bien parce qu'en fait tout le monde galère d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les raisons, et du coup c'est moi c'est un côté pas mal. Des fois autour de nous certaines personnes s'attendent à ce que notre vie soit extraordinaire ici, mais en fait c'est une vie comme tout le monde juste dans un autre pays. On va faire nos courses, on va chercher les enfants, on est fatigué de la vie, mais on est juste ailleurs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde déjà de vous retrouver mardi pour une nouvelle histoire.